Habituellement, lorsqu'un catcheur atteint le niveau du main event, ses jours à se battre pour des titres de milieu de carte sont révolus. Après tout, l'objectif de ces ceintures est dans une large mesure d'élever de jeunes talents et de les propulser vers les sommets. Cela dit, il arrive parfois qu'un catcheur ayant atteint le sommet redescende pour aider à mettre quelqu'un d'autre en lumière ou pour retrouver une partie de son propre momentum perdu. Mais quels sont les plus grands exemples de ce phénomène dans l'histoire du catch? C'est exactement ce que nous allons examiner aujourd'hui. Et quoi de mieux pour commencer que l'un des règnes les plus emblématiques d'un titre de milieu de carte par un main eventer, le règne de John Cena en tant que champion des États-Unis en 2015. En effet, avant que Big Matt John ne remporte la ceinture face à Rusev à WrestleMania 31, le titre des États-Unis avait rarement une grande valeur à la WWE. Il était même souvent considéré comme un cran en dessous du titre intercontinental dans la hiérarchie. Mais tout cela a changé lorsque le natif de West Newbury a porté cette ceinture autour de sa taille. Dès ce moment, il a entamé l'un des meilleurs règnes de titre de l'ère moderne, rivalisant même avec l'énorme règne de Gunther avec la ceinture intercontinentale. Comment a-t-il accompli cela? En organisant un défi ouvert chaque semaine où il livrait certaines des meilleures performances de sa carrière. Ces défis ont permis de rehausser la valeur du titre et d'élever des talents comme Cesaro, Sami Zayn et Kevin Owens. Non seulement cela a donné au titre des États-Unis une importance qui pendant un temps approchait celle du titre mondial, mais cela a également donné un coup de projecteur à tous ceux qui se sont battus pour cette ceinture, Cena inclus. C'est à ce moment-là que les huées qui l'ont accompagné pendant plus de 10 ans, partout où il allait, ont commencé à s'atténuer. Les fans ont développé une nouvelle appréciation pour lui et pour ce qu'il pouvait accomplir sur le ring. Pour cette seule raison, on pourrait dire que ce règne était plus réussi que n'importe lequel de ses 16 règnes avec le titre mondial, en termes de renforcement de sa popularité bien sûr. Mais John Cena n'était pas le seul à retourner à la mid-card en 2015 pour tenter d'élever un titre. Non, car au même moment, Daniel Bryan faisait exactement la même chose avec le titre intercontinental. Bien sûr, cela n'aura pas le même impact à long terme, car les blessures de Daniel Bryan l'ont obligé à prendre sa retraite avant même qu'il ne puisse véritablement donner un élan à son règne. Cela dit, le simple fait qu'il ait remporté cette ceinture montre à quel point la compagnie était sérieuse dans sa tentative de redonner du prestige à ce titre. Après tout, cet homme avait seulement un an auparavant battu Triple H, Randy Orton et Batista lors de la même soirée pour devenir champion du monde poids lourd de la compagnie dans le main event de WrestleMania 30. Alors, lorsqu'à l'édition suivante de ce même WrestleMania, il se battait pour un titre secondaire dans un match à échelle réunissant plusieurs participants, ce choix pouvait sembler curieux. Mais dès qu'il est apparu que l'objectif était de rendre à cette ceinture intercontinentale son importance d'autrefois grâce à l'aura de l'American Dragon, tout cela a pris un peu plus de sens. Et étant donné le talent de Bryan sur le ring, c'est sans doute ce qui serait arrivé si les années de blessure à la tête n'avaient pas finalement eu raison de lui, l'obligeant à prendre sa première retraite quelques mois seulement après son sacre. Mais heureusement, cela ne marqua pas la fin des main eventers redescendant dans la hiérarchie pour restaurer le prestige d'un titre autrefois convoité. Car seulement quelques années après, en 2018, Seth Rollins fera la même chose lorsqu'il deviendra à son tour champion intercontinental. On pourrait facilement oublier ce moment et personne ne vous en voudrait, car il est survenu juste entre deux règnes en tant que champion du monde pour Seth Rollins. Cela dit, en tant que l'un des meilleurs catcheurs sur le ring à la WWE aujourd'hui, Rollins n'a jamais eu besoin du titre suprême pour prouver qu'il était au sommet. Et il l'a démontré lorsqu'il a remporté la ceinture intercontinentale pour la première fois dans un match triple menace contre Finn Balor et The Miz à WrestleMania 34. Bien sûr, certains auraient pu voir cela comme une rétrogradation, car 3 ans plus tôt, il avait remporté le titre de la compagnie lors du main event de WrestleMania. Mais comme mentionné précédemment, ce n'est pas tant la ceinture autour de la taille de Rollins qui compte, mais plutôt ce qu'il est capable de faire une fois la cloche sonnée. C'est pourquoi, pendant son règne en tant que champion intercontinental, il a offert des matchs mémorables, notamment contre Dolph Ziggler, ce qui a beaucoup contribué à redonner du prestige à ce titre. Même lorsqu'il a perdu le titre contre le Show-Off dans un excellent Iron match de 30 minutes lors d'Extreme Rules le 15 juillet de la même année, il s'est rapidement remis sur pied en le reconquérant un mois plus tard à SummerSlam. Ce second règne a coïncidé avec la première reformation du Shield, rendant cette période encore plus significative sur le plan historique. Oui, chaque fois que le Shield était impliqué dans quoi que ce soit à la WWE, que ce soit en tant qu'équipe ou en solo, on pouvait être sûr que quelque chose de spécial allait se produire. Et Seth Rollins n'est pas le seul membre du Shield d'être redescendu dans la mid-card pour remporter un titre après avoir déjà été champion du monde. En effet, 2 ans avant cela, Roman Reigns avait fait de même avec le titre des États-Unis en 2016. Bien sûr, les circonstances autour de ce règne sont légèrement différentes des autres. Il ne s'agissait pas d'une tentative de Vince McMahon pour élever un titre secondaire en le confiant à sa plus grande star. Cette décision était en réalité une forme de punition pour Roman Reigns après qu'il ait échoué un test de dépistage de drogue entraînant une suspension. Ajoutez à cela les huées incessantes qu'il recevait à chaque apparition, preuve que les fans ne voulaient pas le voir dans le main event à ce moment-là. Face à cette situation, Vince McMahon a décidé de mettre en pause son ascension en lui confiant des objectifs moins ambitieux. À la place d'essayer de décrocher le premier prix, il passerait l'année suivante à acquérir de petits profits. Le premier d'entre eux fut la quête du titre des États-Unis alors détenue par Rusev. Comment cette quête s'est-elle déroulée pour le futur chef tribal? Eh bien, lors de Clash of Champions le 25 septembre 2016, Roman a battu Rusev pour décrocher cette ceinture historique.
porté par le passé par des légendes comme Harley Race, Terry Funk et Ric Flair. Cependant, son règne était plutôt moyen, ce qui, vu les circonstances, était probablement le meilleur résultat possible. À cette époque, avec des fans encore majoritairement hostiles et les dirigeants doutant de son potentiel en tant que The Guy, ce règne avait pour but de maintenir Reigns dans une position notable sans pour autant le placer au sommet. Et tout ça avant qu'il ne retrouve une certaine confiance afin de réintégrer les main events. Cela dit, il n'était pas totalement relégué dans les bas-fonds de la carte. Il participait encore régulièrement à des rivalités semi-importantes contre des talents comme Kevin Owens et Chris Jericho, restant une figure centrale, bien qu'il ne soit plus le point focal. Même lorsqu'il a perdu ce titre face à Chris Jericho en janvier 2017, cela ne signifiait pas un retour immédiat au sommet. Non, avant de retrouver sa place dans le main event, il devait passer par un autre règne secondaire. C'est ainsi qu'en novembre de la même année, Roman Reigns est devenu champion intercontinental pour la première fois, réalisant par la même occasion le Grand Slam en ayant remporté les titres majeurs, secondaires et par équipe. Bien que cette victoire soit une belle réalisation, ce n'était pas l'objectif principal. Non, l'idée était de permettre à Roman de démontrer sa valeur et de regagner la confiance des fans et des dirigeants. En conséquence, il s'est donné à fond, livrant des matchs mémorables contre Samoa Joe, Cesaro et Jason Jordan, tout en profitant d'une réunion du Shield pour ajouter du poids à son règne. Finalement, ses efforts ont payé et lorsque Roman a perdu la ceinture face aux Miz en janvier 2018, il était prêt à réintégrer la scène principale. Depuis lors, Roman Reigns a prouvé à tous ses détracteurs qu'ils avaient tort. Il est devenu la plus grande star de l'industrie avec un règne historique de 1316 jours en tant que champion universel incontesté de la WWE. Un règne plus long que celui d'Hulk Hogan dans les années 80. Cela dit, s'il veut devenir le plus grand champion mondial de tous les temps, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour dépasser Ric Flair. Après tout, même après avoir été champion mondial au moins 16 fois entre la WWF, WCW et la NWA dans les années 70, 80 et 90, Flair n'a pas hésité à descendre dans la hiérarchie pour remporter un titre secondaire, devenant champion intercontinental en 2005. Bon, évidemment, on ne peut pas dire que ce règne représentait le Nature Boy à son apogée, mais il symbolisait surtout une marque de respect pour ses années de service à l'industrie du catch. À ce moment-là, Ric Flair approchait de la fin de sa carrière à temps plein sur le ring. Néanmoins, cela ne signifie pas qu'il n'a pas tout donné pour rendre ce règne mémorable. Après avoir battu Carlito pour le titre lors d'Unforgiven le 18 septembre 2005, Flair a livré des défenses de titre sous-estimées face à des adversaires tels que Triple H, Edge et Shelton Benjamin. Bien sûr, ce n'était pas comparable à ses jours de gloire avec le titre mondial de la NWA dans les années 80 où il remplissait des arènes contre des légendes comme Dusty Rhodes, Sting ou Terry Funk. Mais pour un homme bien dans la cinquantaine, ses performances étaient bien au-delà des attentes, prouvant à quel point Ric Flair était exceptionnel même à une vitesse réduite. C'est donc avec un certain panache qu'il a finalement perdu le titre face à Shelton Benjamin lors de l'épisode de Raw du 20 février 2006. Ce match avait une vraie signification permettant à Benjamin de profiter d'un coup de projecteur. En plus, il s'agit du dernier titre individuel que le Nature Boy a remporté dans sa carrière, ce qui le rend d'autant plus mémorable. Et compte tenu de l'âge avancé du Nature Boy et de son retrait de la compétition active, il est hautement improbable qu'il en décroche un autre à l'avenir. Sauf peut-être si ce titre provient de la collection personnelle de son gendre, Conrad Thompson. Conrad étant un collectionneur passionné de ceintures de championnat, dispose probablement de plus de titres qu'il ne sait quoi en faire. Et il pourrait sans doute se permettre d'en offrir à Ric Flair juste pour le geste. Qui sait, peut-être qu'il possède même l'ancienne ceinture européenne, celle que Shawn Michaels est allé remporter en 97 en abaissant son statut. Mais dire que Shawn Michaels a descendu dans la carte pour remporter le titre européen serait totalement faux. Car pour être complètement honnête, en 1997, Shawn Michaels était avec Bret Hart l'un des deux top guys de la WWF. Alors pourquoi a-t-il ressenti le besoin de remporter ce tout nouveau titre européen à ce moment-là? Était-ce pour l'élever et lui donner de l'importance? Était-ce parce qu'il voulait imiter Bret qui détenait déjà le titre mondial? Soyons réalistes, il s'agissait de Shawn Michaels en 1997, et tout cela était motivé par la rancune. Il est bien connu que lors du pay-per-view exclusif au Royaume-Uni One Night Only le 20 septembre 1997, le Heartbreak Kid a utilisé son influence politique pour modifier la fin de son match contre le British Bulldog. Résultat, il a battu le Bulldog pour son titre en plein cœur de son pays natal sous les huées massives des fans britanniques. Mais au moins il a eu un bon règne avec cette ceinture, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment. En fait, il n'est même pas certain qu'il ait défendu avant de la perdre contre son ami Triple H dans une parodie de match en décembre de cette même année. La raison de cela, eh bien, le Texan n'avait absolument aucun intérêt pour la ceinture européenne. Non, ce qui l'intéressait bien plus, c'était de décrocher le titre mondial de Bret, mentionné précédemment. Et pour cette raison, il a quasiment tué tout le prestige de ce titre secondaire dès le départ. Shawn Michaels n'a pas aidé non plus, puisqu'il s'est souvent moqué de sa valeur dans ses promos, rabaissant encore davantage son importance. Ainsi, lorsque l'Attitude Era a débuté quelques mois plus tard, la ceinture européenne est devenue un simple prix convoité par les catcheurs de la mid-card, sans plus. C'est vrai, tous les main eventers qui ont remporté un titre secondaire n'ont pas toujours contribué à le valoriser sur le long terme. Cependant, si HBK a pratiquement enterré la ceinture qu'il détenait en 1997, on ne peut pas en dire autant de ce que son ami Triple H a fait quelques années plus tard en 2001.
Cette année-là, The Game a pris le titre intercontinental et lui a redonné de la valeur pendant un certain temps. D'accord, ce n'était pas totalement juste. Après tout, le titre intercontinental avait encore une certaine valeur en 2001, car c'était une période où des stars comme Chris Jericho et Kurt Angle se battaient pour l'obtenir. Cependant, une fois que ces catcheurs ont atteint le niveau du main event, ils n'étaient pas vraiment pressés de revenir pour remporter ce titre secondaire. Non, cette tâche a été laissée à Triple H, mais pourquoi avait-il décidé de faire cela? Eh bien, c'était l'ère éphémère du Two-Man Power Trip, une période où la plus grande star de l'industrie Stone Cold Steve Austin et le meilleur catcheur du monde Triple H s'étaient associés en tant que heel pour dominer totalement la scène principale de la WWF. Et puisque le Rattlesnake était le champion du monde à ce moment-là, cela signifiait que son partenaire devait contrôler le titre secondaire pour que ce dernier reste aussi entre leurs mains. En effet, ce fut peut-être la dernière fois jusqu'à l'arrivée de Daniel Bryan une décennie et demie plus tard que l'on pouvait sérieusement affirmer que le titre intercontinental était détenu par le meilleur du circuit. Cela rappelait l'époque où des légendes comme Macho Man Randy Savage ou Ricky the Dragon Steamboat en étaient les détenteurs. Malheureusement, comme pour le Two-Man Power Trip lui-même, ce règne fut de courte durée. Le lendemain de sa défaite face à Kane lors de Judgment Day le 20 mai 2001, le Kings of Kings a subi une déchirure catastrophique du quadriceps lors d'un match où il faisait équipe avec Austin contre Chris Jericho et Chris Benoit. Cette blessure l'a mis hors circuit pendant près d'1 an. Mais qu'en était-il de Kane, l'homme qui l'a battu pour ce titre? Après tout, Kane était un main eventer à part entière et un ancien champion de la WWF à ce moment-là. Comme nous l'avons mentionné, en 2001, le titre intercontinental avait encore une certaine valeur. Et c'est pourquoi, durant une période où il était sans doute à son apogée, The Big Red Machine a entamé un règne véritablement dominant avec cette ceinture. C'est exact, peu importait qui se dressait contre lui à l'époque, Kane s'assurait qu'il en ressortirait amoché à la fin du combat. En fait, la seule façon pour quiconque de le battre à ce moment-là était via des moyens douteux. Il a fallu une intervention extérieure de Diamond Dallas Page au début de l'invasion pour permettre à Albert de lui voler son or. Mais cela n'a pas empêché Kane de regagner ce titre peu après. L'automne suivant, il a battu Chris Jericho pour devenir champion intercontinental pour la deuxième fois. Et cette fois-ci, son règne fut encore plus impressionnant. Durant cette période, il a défendu son titre contre des adversaires de premier plan comme Triple H, tout en conservant simultanément les titres par équipe mondiaux avec The Hurricane. Et son frère Kayfabe, l'Undertaker, que faisait-il pendant que Kane s'appropriait le titre intercontinental? Eh bien, il faisait exactement la même chose, mais avec un autre titre de milieu de carte. En effet, à ce moment-là, The Deadman était devenu champion hardcore pour un temps. Le titre hardcore, souvent associé au segment comique de Crash Holly, a bénéficié d'un sérieux coup de projecteur à la fin de 2001. C'est à ce moment-là que l'Undertaker a décidé qu'il voulait courir après cette ceinture. Pourquoi ce choix? Eh bien, en ne reculant jamais devant l'idée d'aider ceux qui occupaient une place inférieure à la sienne dans la hiérarchie, Mark Calloway estimait que si le main event était dominé par des stars comme Steve Austin, Kurt Angle et Chris Jericho, il pouvait mieux servir la compagnie en travaillant à élever d'autres talents. C'est ainsi qu'il a battu Rob Van Dam pour remporter le titre hardcore pour la première et unique fois de sa carrière. À partir de là, il a affronté quiconque osait entrer dans son terrain, fidèle à sa promesse de les rendre célèbres. Bien sûr, tout cela n'aurait pas eu de sens s'il n'avait pas au final mis en valeur un jeune talent. Heureusement, il l'a fait et de manière mémorable. Après que Maven, vainqueur de la toute première saison de Tough Enough, a réalisé l'exploit d'éliminer l'Undertaker au Royal Rumble 2002, les deux hommes se sont retrouvés sur le ring lors de l'épisode de SmackDown du 5 février. Cette fois-ci, il s'agissait d'un affrontement en 1 contre 1 avec le titre en jeu. Maven pourrait-il choquer le monde une deuxième fois et battre le Phenom? Absolument. Et avec cela, l'Undertaker avait accompli sa mission, élever à la fois la ceinture et le rookie. Mark Calloway était alors libre de retourner dans le main event où il défendrait sa série d'invincibilité à WrestleMania face à Ric Flair quelques mois plus tard. Cependant, ce ne serait pas la seule fois qu'une grande star et ancien champion du monde revenait à la mid-card de SmackDown pour ajouter de la valeur à un titre secondaire. En effet, près de 2 décennies plus tard, en 2018, ce fut au tour de Randy Orton de relever ce défi en devenant champion des États-Unis. À la fin des années 2010, Randy Orton était déjà un champion du monde 14 fois couronné, un vétéran qui entamait la phase descendante de sa carrière. Il n'était plus vraiment pertinent pour lui d'occuper le haut de l'affiche, surtout avec l'émergence de nouvelles stars comme Seth Rollins, Dean Ambrose, Bray Wyatt et Roman Reigns prêts à prendre le relais. Orton a donc adopté un nouveau rôle, celui d'aider à rehausser le prestige du championnat des États-Unis, un titre que John Cena avait déjà considérablement valorisé quelques années plus tôt grâce à sa célèbre série de défis ouverts. Pour débuter cette mission, Orton a battu Bobby Roode lors de Fastlane, en mars 2018, pour s'emparer de la ceinture. L'idée semble être qu'il utilise son statut de vétéran pour offrir des matchs de qualité contre des talents plus jeunes tout en leur permettant de briller. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Son règne était extrêmement court et il a perdu le titre moins d'1 mois plus tard face à Jinder Mahal lors de WrestleMania 34 le 8 avril 2018. Ce court passage a empêché Orton de réellement contribuer à la valorisation du championnat ou à celle de ses adversaires. Pourquoi alors lui avoir donné le titre? La raison principale était de lui permettre de devenir Grand Slam Champions, un exploit qu'il n'avait pas encore réalisé au cours de sa brillante carrière. Il était également probable que la compagnie avait initialement prévu un règne plus long, mais ses plans ont été perturbés par une blessure qui a contraint Orton à subir une opération en mai 2018, le mettant hors d'action pendant un moment.
Bien que son règne en tant que champion des États-Unis était bref et peu marquant, il a tout de même atteint son objectif principal en enrichissant encore son palmarès déjà impressionnant. Ce passage symbolisait également une transition dans sa carrière, où il s'efforçait de soutenir la nouvelle génération. Mais qu'en est-il d'une autre star majeure comme le Big Show qui a remporté le championnat intercontinental en 2012 malgré ses 3 règnes précédents en tant que champion du monde? Voyons cela de plus près. Cela devient particulièrement intéressant car ce n'était pas comme si Paul White alias Big Show prenait du recul par rapport à la scène principale lorsqu'il est devenu champion intercontinental pour la première et unique fois. De plus, étant donné que cette ceinture n'avait pas beaucoup de valeur à l'époque, il n'était pas vraiment en train de l'élever à de nouveaux sommets simplement en la portant. Les seules raisons plausibles pour qu'il remporte ce titre sont donc les suivantes. Premièrement, obtenir un règne symbolique pour compléter son palmarès et devenir un Grand Slam champion. Et deuxièmement, le garder occupé entre ses 2 conquêtes du titre mondial poids lourd, la première en décembre 2011 et la suivante en octobre 2012. Aucune autre explication ne semble logique. Après tout, pourquoi l'aurait-on réservé pour détrôner Cody Rhodes à WrestleMania 28 le 1er avril de cette année-là? Surtout quand ce dernier faisait tout pour redonner un certain prestige à la ceinture, y compris en ramenant le design classique des années 80. Il faut bien admettre que cette victoire était une manière pour le Big Show de recevoir une récompense symbolique pour toutes ces années passées avec la WWE jusqu'à ce point. En fin de compte, peut-être que cela suffisait en 2012. Quoi qu'il en soit, comme nous l'avons montré aujourd'hui, il n'a pas été le premier main eventer à remporter un titre secondaire, et il ne sera certainement pas le dernier. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est très important, et d'ici là je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, c'était Vince encore une fois, merci à tous.